Isère, 1914. Il y a près de 2 mois, nous étions passés par le cimetière militaire de Tarsienne. Cette nécropole accueille des centaines de soldats allemands et français tombés au combat lors de la bataille de Charleroi en août 1914. Perturbés par cette atmosphère lourde de mémoire, nous avons voulu aller plus loin dans le tourisme lié à la Grande Guerre. En parlant d'aller plus loin, n'oublie pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Lorsque l'Allemagne viole la neutralité belge, les généraux du Kaiser Guillaume II ne pensaient faire qu'une bouchée de la petite Belgique en appliquant le plan Schlieffen qui visait à contourner l'armée française par le nord en passant par le plat pays. L'invasion devait être éclair en quelques jours pour ne pas permettre aux troupes britanniques et françaises chargées de garantir l'indépendance et la neutralité belge suite au traité de 1831 lui octroyant ses statuts. L'armée du roi Albert Ier est minuscule comparée à la puissante Deutsches Heer. En effet, en 1914, 350 000 hommes composaient l'armée noire-jaune-rouge, mais seulement 117 000 pourront être mobilisés lorsque les 800 000 soldats allemands passeront la frontière. L'avancée impériale est rapide, l'objectif belge est simple, tenir pour ne pas mourir. Malgré la défaite aux batailles de Liège et de Namur, les Belges mettent tout en œuvre pour ralentir l'envahisseur, laissant le temps aux Alliés de les rejoindre. Une première victoire belge à Hallen redonne de l'espoir. La Belgique est dotée alors d'un réseau de chemins de fer performant. Elle n'hésitera pas à le saboter en détruisant ses ponts, ses rails et ses locomotives. Les Français arrivent, défaite à la bataille de Charleroi, mais victoire tactique à Dinant, malgré une défaite stratégique. Les Anglais arrivent à leur tour, le plan allemand vacille. Ces derniers perdent la bataille de Mons, mais gagneront plus tard celle d'Anvers. L'armée impériale, ralentie, parvient tout de même à avancer. Le roi Albert Ier prend le commandement de l'armée et repousse ses troupes vers l'ouest afin d'utiliser l'Isère comme défense. Nous sommes en plein cœur des polders, cette terre plate et basse gagnée sur la mer. Un éclusier, Henri Gerhardt, suggère à l'état-major belge d'inonder la plaine afin de stopper définitivement les Allemands. Ainsi, en ouvrant les vannes des écluses à marée montante et en les refermant à marée descendante, toute la plaine s'est vue inondée sur 2 à 3 km de large et sur 1 à 2 mètres de profondeur entre le fleuve et la voie de chemin de fer Dixmude-Nieuport sur la rive occidentale. Presque toute la Belgique est occupée, excepté un petit coin à l'extrême nord-ouest du pays, derrière ce qu'on appellera le front de l'Isère. Il sera la pointe nord d'un front de 600 km qui séparera les armées alliées et leurs envahisseurs. La guerre de tranchées est lancée. La ligne de l'Isère restera infranchissable jusqu'à la capitulation allemande en 1918. Isère, 2021. Il ne reste qu'un seul vestige visible de ce front en Belgique, le boyau de la mort. Vu la météo et les projets personnels que nous avions, exceptionnellement, nous ne nous y sommes pas rendus en moto. Cependant, vous êtes nombreux à vous rendre à la côte en 2 roues, et il serait dommage de ne pas vous arrêter quelques instants afin de découvrir une partie de la réalité de nos ancêtres pendant cette terrible période de l'histoire. Situé dans la ville de Dixmude, le long de l'Isère, le boyau de la mort est un ensemble de tranchées érigées à partir de la mi-octobre 1914. Ils tiendront pendant 4 ans dans ces tunnels. 4 ans de tension, de peur, de combat, parfois au poignard. Et ici, je me retrouve dans les souterrains de ce boyau. Donc en fait, il y a tout un circuit donc, qui est la tranchée en elle-même, qui fait tout le contour. Puis les hommes, évidemment, ne restaient pas dans ces couloirs. Ils se protégeaient sous terre, donc ils ont creusé sous la terre pour pouvoir se protéger. C'est bétonné ici.
pour pouvoir se protéger. On voit qu'il y a des fils barbelés qui sont encore restés. Bon, évidemment, c'est pour le tourisme, ça. Mais ça montre un peu les stocks de barbelés qui servaient à l'époque. Voilà, c'est une ambiance un peu glauque comme ça. On se dit quand même, bon, ici il pleut, il fait un peu dégueu, on se dit c'est un peu moche. Faut se mettre à leur place à l'époque. Pendant 4 ans, ça a duré 4 ans, les mecs étaient terrés comme ça sous terre. Il y a eu des centaines et des centaines de morts ici sur cette tranchée. Et à 50 mètres, sur le côté et devant, il y avait des Allemands quand même. Donc voilà, ça rigolait pas tous les jours dans ces tranchées. À 50 mètres, la tranchée allemande. Les deux camps s'observent et de temps à autre lancent une attaque pour gagner du terrain. Malgré les millions de morts que fera cette guerre, ils seront aux alentours de 250 à perdre la vie à cet endroit. Parfaitement conservé, vous pourrez parcourir les allées entre les sacs de sable, remplacés par du ciment. Vous pourrez vous faufiler dans les bunkers vides, passer dans les tranchées allemandes. Au-dessus du site, un musée reprend un éventail d'objets ayant appartenu aux belligérants des deux camps. Des photos et vidéos d'archives, des témoignages de la guerre en Belgique. Il existe une multitude de petits monuments commémoratifs partout dans le pays, des monuments que l'on oublie à force de passer à côté, mais il est toujours intéressant de prendre le temps de s'arrêter, de contempler et de repenser, pour ne jamais oublier. Autre ambiance dans 2 semaines, puisque nous parcourrons l'histoire de la moto wallonne, de ses débuts à son déclin. Et en attendant de se retrouver, ride safe.